Good Morning Business. Orange, le premier opérateur télécom français, a publié ce matin un chiffre d'affaires trimestriel pratiquement stable, moins 0,1% et un EBITDA en léger recul de pratiquement 2% en raison de la crise sanitaire. Stéphane Richard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG d'Orange. Ça peut paraître un peu paradoxal. Les opérateurs télécoms n'ont jamais été autant sollicités que pendant la crise sanitaire et notamment pendant le confinement. Et pourtant, votre EBITDA est en très léger recul. Si on considère que les boutiques ont été fermées pendant 2 mois, donc 0 vente dans les boutiques, si on considère qu'un des revenus importants des opérateurs qui est le roaming, c'est-à-dire ce que nous facturons aux touristes qui viennent en France et aux Français qui vont à l'étranger, est quasiment à zéro puisqu'il n'y a plus de voyages, si on considère la partie entreprise aussi, où évidemment nous sommes un partenaire des entreprises et donc on est aussi dépendant de la situation économique des entreprises. Vous voyez, si je prends seulement ces 3 effets, c'est moins 160 millions d'euros directement liés à cette crise du Covid sur notre EBITDA. C'est pour cette raison que vous avez révisé à la baisse votre objectif de rentabilité pour cette année ? Oui, on l'a légèrement révisé à la baisse, mais je dis moins 160 millions, c'est les effets directs. Ça se traduit par une légère baisse de l'EBITDA de 50 millions. Ce qui veut dire qu'on a été capable, en fait, de compenser, vous voyez, les 2/3 déjà de cette baisse. Donc je crois qu'on peut dire qu'on a une résilience tout à fait exceptionnelle au niveau de notre activité et de notre capacité à compenser ces effets directs négatifs liés au Covid. Je le disais, les réseaux télécoms ont été beaucoup sollicités pendant le confinement. Avec le télétravail, l'explosion de la visioconférence, est-ce qu'on est revenu à une situation un peu normale en termes de trafic ? Oui, on est revenu à une situation normale qui est quand même une situation d'accroissement continu, puisqu'il y a eu un pic de charge pendant le confinement sur les réseaux fixes et sur les réseaux mobiles. On est aujourd'hui revenu à, je dirais, au trend de croissance quand même continue. C'est de l'ordre de 40% quand même par an d'augmentation du trafic sur les réseaux mobiles. Pour absorber cette croissance, la 5G va bientôt voir le jour en France. C'est la 5e génération de téléphonie mobile. Avec un décalage de calendrier en raison de la crise, les enchères finalement pour le 2e bloc de fréquences auront lieu dans les prochains mois. C'est quoi le nouveau calendrier ? En principe, les enchères doivent se dérouler fin septembre, c'est ce qui nous a été annoncé. Il y a encore quelques incertitudes juridiques sur ces enchères, mais j'espère qu'elles se dissiperont, parce que nous souhaitons que ces enchères puissent avoir lieu. Nous souhaitons que la France puisse démarrer le déploiement de la 5G dans des conditions les plus apaisées possibles, parce que c'est un levier de compétitivité pour notre industrie, pour nos entreprises, absolument essentiel. Le gouvernement s'est engagé auprès des opérateurs télécoms à une politique de modération sur le prix des fréquences en échange d'une amélioration de la couverture dans les zones blanches. Je crois que vous avez fait en partie votre part de travail. Vous avez peur que le gouvernement soit un peu plus gourmand compte tenu de la crise ? Il y a un deal qui a été passé, ça s'appelle même le New Deal d'ailleurs, entre le gouvernement et les opérateurs. Ce deal prévoyait la construction de nouveaux sites étalés sur plusieurs années avec des points de rendez-vous. Ce que je peux dire, c'est que le point de rendez-vous de 2020 a été tenu. En tout cas, pour ce qui concerne Orange, on a strictement fait le nombre d'antennes qui était prévu, ce qui est quand même une performance, parce que tout ça au milieu d'un confinement et de la crise qu'on a connue, devait construire une centaine d'antennes, nous les avons faites, et nous serons également au rendez-vous, je peux le dire aujourd'hui, de la fin de l'année 2020. La date de lancement commercial de la 5G en France a été reportée. Est-ce qu'il y a un risque d'un lancement raté, compte tenu du contexte économique dégradé ? Pas tellement le contexte économique qui m'inquiète, moi c'est plutôt le contexte social, autour des questions qui se posent sur la 5G. Moi je souhaite que la 5G soit lancée dans un contexte apaisé, je l'ai dit, et s'il faut prendre un petit peu de temps pour avoir ce débat, avec un peu toutes les parties prenantes, je pense qu'il faut le faire. Nous visons toujours, un lancement, un début de déploiement et un lancement avant la fin de cette année 2020. Est-ce que l'arrivée de la 5G pour le consommateur sera synonyme de hausse des tarifs ? Non, pas comme ça. D'abord, la 5G, c'est un vrai sujet pour l'entreprise, pour l'industrie en particulier, pour les objets connectés. Donc c'est un enjeu d'abord industriel de compétitivité des entreprises françaises. Il ne faut pas oublier que la 5G, elle a été lancée dans la plupart des pays qui nous entourent, en Europe, en Asie, aux États-Unis. Donc la vraie question, elle est de savoir si la France veut partir en retard dans cette compétition mondiale. Pour le consommateur, bien sûr, ça sera une amélioration importante de son expérience, mais je dirais la 5G, elle a d'abord été conçue, designée pour l'entreprise et pour l'industrie. Pour ce qui concerne les tarifs, vous savez, je crois qu'on a une situation de concurrence qui est très forte en France, on le voit bien depuis des années, donc je pense qu'il n'y a pas de place pour des politiques qui viseraient à augmenter artificiellement les prix parce qu'il y a une nouvelle génération technologique qui arrive. Il n'y aura pas d'effet waouh pour le consommateur comme il y en avait eu par exemple pour la 3 et la 4G ?
Alors la 4G, ça a été l'avènement de l'image, de la vidéo en continu sur les téléphones. La 5G va améliorer tout cela de façon très importante. La qualité du service, la qualité de l'expérience sera nettement améliorée. Et puis ça va être un processus d'amélioration continue. Il y aura peut-être moins d'effets waouh au démarrage, mais la 5G, ça va permettre de nouveaux usages dans le domaine des jeux, dans le domaine des médias, dans le domaine de la consommation du sport, par exemple, dans le domaine des objets connectés et plein d'autres choses, la voiture connectée, etc. Donc vous voyez, c'est plutôt je dirais une vague d'amélioration technologique et aussi de nouveaux usages pour les consommateurs, mais qui va se dérouler sur une période de temps plus longue. Vous parlez d'un environnement concurrentiel important en France. Vous pensez qu'il y a trop d'opérateurs? Il y a quelques années, il y avait eu des tentatives de rapprochement un petit peu tout azimut. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Non, on n'en parle plus. Il y a 4 opérateurs en France. Vous savez, en Europe, dans les pays comparables, on est entre 3 et 4 opérateurs. La plupart des pays sont plutôt à 3, on est à 4. Oui, c'est peut-être trop. Mais je crois que le marché s'est habitué, les opérateurs ont ajusté leur stratégie aussi en fonction de ce nombre-là. Je ne pense pas qu'il y ait de perspective de voir cette situation changer à court terme. L'autre gros débat autour de la 5G, c'est la présence ou non d'équipements Huawei en France. Ce sera non aux États-Unis, non en Grande-Bretagne en raison d'une suspicion d'espionnage. En France, l'ANSSI, l'agence qui gère la sécurité informatique de l'État, a posé un cadre. Pas de Huawei dans les cœurs de réseau et des restrictions pour les opérateurs qui en utilisent. Ça ne vous concerne pas trop chez Orange? Non, puisque nous faisons nos réseaux mobiles avec Nokia et Ericsson, pas avec Huawei. Je dirais effectivement, on n'est pas concerné. Sur le fond de ce débat? Écoutez, il y a des arguments de sécurité dont les opérateurs, honnêtement, n'ont jamais complètement saisi la réalité technique, je dirais. Qu'il y ait des arguments politiques, géopolitiques, ça, on peut l'entendre. Et bien entendu, il faut qu'on les respecte. Nous sommes soucieux de la sécurité de nos réseaux. Nous mettons des moyens considérables pour l'assurer à tout le monde, aux États et aux utilisateurs de ces réseaux. C'est vrai que la situation actuelle et la montée des tensions entre les États-Unis et la Chine, il y a une véritable guerre technologique froide qui est en train de se mettre en place. Elle a des conséquences qui ne sont pas forcément très bonnes pour notre industrie, pour notre filière, mais on s'adaptera. On a la chance d'avoir 2 grandes entreprises européennes, Nokia et Ericsson, qui sont tout à fait au niveau sur le plan technologique. Donc on n'a pas... on a heureusement des alternatives et on a le choix de nos partenaires. On n'est pas sans solution. Certains de vos confrères, certains de vos concurrents l'ont clairement annoncé. Si on devait remplacer les équipements Huawei, ça aura un coût très important et c'est forcément le consommateur en bout de chaîne qui le paiera. Oui, enfin, le consommateur, il a le choix entre des offres sur un marché qui est, je l'ai dit, très concurrentiel, où on a l'habitude d'avoir une grande agressivité aussi sur les offres, les promotions et les prix. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de place pour imposer aux consommateurs des choix industriels et technologiques pour lesquels je pense qu'il est assez loin de tout cela. C'est plutôt une discussion entre les opérateurs concernés et l'État qui va se mettre en place. Dans l'actualité d'Orange, également un partenariat avec Google dans l'intelligence artificielle. Expliquez-nous. Vous savez, dans le monde de la technologie aujourd'hui, on parle d'écosystème. C'est-à-dire on peut rien faire tout seul. Même quand on est une très grande entreprise comme Orange, avec une très longue tradition d'excellence dans l'innovation, il y a tout un tas de domaines dans lesquels on a besoin aussi de renforcer, de créer ces partenariats. Donc nous, on a cherché depuis quelques mois un bon partenaire, le bon partenaire, pour traiter à la fois les questions de la transformation digitale d'Orange, et notamment l'arrivée de l'intelligence artificielle dans nos propres systèmes, l'exploitation de nos données clients, l'amélioration de nos process internes dans les réseaux, par exemple, ou dans la relation client. On a cherché également un partenaire pour monter dans la 5G sur une partie qui s'appelle le Edge Computing, qui consiste à distribuer l'informatique dans le réseau, pour faire simple. Et puis, on a également souhaité chercher un partenaire vis-à-vis de nos clients entreprises pour leur proposer la meilleure offre possible d'accès au cloud. Donc ce travail a été mené pendant plusieurs mois. Il a abouti au choix de Google, qui nous est apparu le mieux placé, à la fois parce qu'il a une proposition technologique qui est, nous le pensons aujourd'hui, la meilleure, ou en tout cas une des meilleures du monde, et puis parce qu'il y a un esprit aussi, vous savez, on a une longue relation très forte entre ces groupes, on a fait beaucoup de choses ensemble, et il nous est apparu qu'il y avait, en termes de culture et de volonté aussi, la place pour un beau partenariat structurant pour les années qui viennent. Un dernier mot, vous êtes un fervent défenseur de la French Tech, il n'y avait pas de partenaires français ou européens plutôt que Google ? On travaille avec beaucoup de partenaires français et européens. Là, il s'agit d'un domaine particulier qui est les plateformes de cloud
et l'intelligence artificielle. Il y a des acteurs, je pense à OVH par exemple, qui ont une offre de cloud, mais plutôt, je dirais, sur la partie infrastructure, que nous utilisons d'ailleurs. Il se trouve qu'on peut le déplorer, mais des acteurs globaux de cette taille et de cette puissance dans la R&D et dans l'innovation, ils sont soit américains, soit chinois. Il n'était pas vraiment question d'aller avec un chinois, et donc forcément c'était une des entreprises de la Silicon Valley. Merci Stéphane Richard d'être venu en plateau ce matin.